bonsoir Angoulême. Ça va bien? Eh bien nous, ça va très très bien. On est ravis de vous accueillir ce soir. On va passer une très bonne soirée ensemble. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux avec nous ce soir. On est plus de 400 Angoulême. Bravo à vous. C'est un vrai plaisir pour moi de présenter cette réunion publique avec Margot. Margot, que vous connaissez, militante associative, qui a fait le choix, comme beaucoup d'autres parmi vous, de rejoindre l'Union populaire Angoulême. On va pouvoir commencer ce meeting en soutien à la candidature d'Anna-Zélise Petit-Louboutin. Je suis accompagnée par Denis, secrétaire de la section PCF du Grand Angoulême. Alors, l'Union populaire Angoulême, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Union populaire rassemble des femmes et des hommes issus des différents quartiers, avec des expériences, des compétences complémentaires, autour d'un programme construit pour la transformation sociale et écologique de notre ville d'Angoulême. L'Union populaire, vous l'avez compris, s'inscrit dans la continuité du programme porté par le nouveau Front populaire. Vous allez continuer ce soir de découvrir notre programme. Vous savez que nous avons mené une grande enquête sur le terrain et notre programme est ancré dans le réel, le quotidien des Angoumoisines et des Angoumoisins. Alors ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Et ça commencera bien sûr par le dépôt de votre bulletin Union populaire Angoulême dans l'urne le dimanche 15 mars, puis le dimanche 22 mars. Pensez à bien vérifier votre inscription sur les listes électorales. La date limite pour le faire en ligne est ce mercredi 4 février, ça arrive vite, et sinon le vendredi 6 février en mairie. Alors, un détail important, si vous avez la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, à part la France, cherchez bien, il y en a 26, et que vous vivez en France, eh bien vous pouvez aussi participer à cette élection. Alors, pensez à vérifier cette inscription, et sachez que vous pouvez aussi donner procuration ou recevoir procuration pour ce vote. Margot, rappelle-nous d'ailleurs les procurations. Alors oui, les procurations, si vous n'êtes pas à Angoulême le 15 ou le 22 mars, ou bien même les deux, vous pouvez faire une procuration. La démarche se fait très simplement en ligne et il suffit de la faire valider au commissariat ou en gendarmerie avec votre carte d'identité. Ainsi, vous pourrez voter à distance en accordant votre confiance à un ou une proche. Vous pouvez aussi faire l'inverse et prendre la procuration d'amis ou de famille qui seraient absents le jour du vote. Un détail capital, vous savez qu'une campagne, ça se finance et que ce financement est contrôlé. Alors vous pouvez, vous aussi, aider au succès de cette campagne et aux réussites de cette liste en effectuant un don à la liste Union populaire Angoulême. À la table à l'entrée, vous pourrez recevoir toutes les informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes nos actualités sur Facebook, Instagram ou bien notre site internet unionpopulaireangoulême.fr. C'est simple. Alors n'oubliez pas, prenez votre ticket d'entrée pour la nouvelle démocratie locale. Vérifiez vos inscriptions sur les listes. Soyez prêts pour changer le décor le dimanche 15 mars. C'est dans 42 jours. 42 jours. Alors tout d'abord, un grand merci aux groupes locaux que je vais citer. Soso In, Cortés, Chasing Foxes, Tie Break, Dirty Shades et Dijoin de nous avoir permis d'utiliser leurs titres de musique en attente. Merci également aux militantes et militants qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie pour organiser bénévolement ce beau meeting. Merci. Merci à LE. Sans plus attendre, laissez-moi accueillir sur scène notre premier invité. Député LFI, venu tout droit de Paris pour être avec nous ce soir, il est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et il fait trembler Sébastien Lecornu. Je vous demande d'applaudir bien fort Éric Coquerel.
Non, mais j'ai pas du tout compris que j'introduisais, moi. Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de vous voir là. On m'a emmené en voiture de la gare. On m'a dit, oh, il y a plein de monde. J'ai dit, pourquoi? Parce que je vois un parking, pas beaucoup de place. On me dit, parce que le parking principal est déjà complet. Voilà. Je dis ça parce que pour montrer qu'on triche pas, parce qu'il y a un parking totalement complet dans cette salle, à mon avis, et la salle remplie, je pense qu'il n'y a pas d'autres listes qui sont capables de faire de même. Donc bravo effectivement à tous ceux qui l'ont organisé, nos militants, les militants insoumis, du Parti communiste, citoyen, pour cette belle liste. Moi, on m'a dit, il faut que tu parles un peu du national. Donc, c'est un peu normal, parce que d'Angoulême, je connais un peu, mais pas tellement. Donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler, parce que cette élection, évidemment, elle vient dans un contexte national évident, et elle aura donc non seulement des retentissements nationaux, mais aussi, j'allais dire, un sujet national qui va, à mon avis, influer sur les votes. Parce qu'il est aujourd'hui, d'ailleurs, j'y suis pas, je vous marquer ni René, d'ailleurs. On n'est pas au vote de censure. Hein? Mais non, rassurez-vous, il y a des délégations, ce qui fait que tous les deux on vote, et que quand on était engagé à Angoulême et qu'on pensait que ce n'allait pas être aujourd'hui le vote de censure, mais demain, normalement ça aurait dû être demain. Hein? Et voilà. Et puis il y a eu un choix des différents groupes. Alors évidemment, les groupes de la majorité, entre guillemets, gouvernementaux, on va dire, ont décidé que c'était ce soir. Pourquoi ce soir? C'est pratique parce que à 17h le lundi, il n'y a pas les députés ultramarins, par exemple. Or, tous les députés ultramarins ont quasiment voté la censure, quel que soit leur groupe, y compris socialistes. Bien. Donc, il n'y a pas les groupes ultramarins, il y a moins de groupes des députés de région, et donc ils ont testé, la présidente de l'Assemblée a demandé à chacun des groupes, et le groupe qui a fait la bascule pour que ça soit ce soir, et non pas demain, au moment où on est beaucoup plus à l'Assemblée, devinez qui c'est? Voilà. C'est les nouveaux alliés du gouvernement. Donc effectivement, c'est pour ça que je suis là, mais on a voté par procuration. Mais ce résultat, alors je l'ai pas, tu l'as pas eu toi non plus encore. Bon, je pense qu'il change. D'accord, je pense qu'il changera pas de beaucoup par rapport malheureusement aux deux précédents qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'il y aura une vingtaine de voix qui vont nous séparer, c'est peu, mais malheureusement ça suffit pour sauver la mise du gouvernement Le Cornu. Bien, donc c'est une fin de partie quelque part, ce qui se passe aujourd'hui. C'est une fin de partie parce que c'est une partie qui a été ouverte aux législatives en juillet 2025, avec la défaite de Macron, deuxième défaite après les européennes, et quand même notre victoire. On pourra dire ce qu'on voudra, mais nous étions en tête au moment des législatives. Et à partir de là, on avait toute ambition à gouverner, ou en tout cas au moins à faire en sorte que ceux qui venaient de perdre ne gouvernent pas. Et donc, cette partie, elle a été ouverte. Alors, rappelez-vous, ça a bien commencé. Hein. Enfin, ça n'a pas bien commencé parce que Macron n'a pas fait appel au nouveau Front populaire. Il a continué à vouloir permettre aux siens de gouverner, mais au moins, on a réussi tous ensemble à censurer Barnier. Voilà. Je m'en souviens, c'est moi qui ai fait le discours. Ça faisait 62 ans qu'il n'y avait pas eu de censure d'un gouvernement. Barnier tombe, et donc ça commence bien. Bon, sauf qu'après, ça s'est vite déréglé, c'est-à-dire à partir de février 2025, et avec notamment la non-censure du gouvernement Bayrou. Et là, quelque part, celle qui vient de se dérouler ce soir, elle clôt une partie. C'est quoi cette partie? C'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, on peut dire que le budget, c'était un peu le dernier obstacle du macronisme avant 2027. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de raison qu'ils soient dans l'obligation de faire voter un texte qui, s'ils sont minoritaires, les met dans une situation extrêmement compliquée. Donc, je vous le dis, je en reparlerai tout à l'heure, ils vont nous présenter des textes sur lesquels ils savent qu'ils auront une majorité, des textes bien racistes, bien discriminatoires, bien autoritaires, mais sur les textes économiques et sociaux où ils savent qu'ils ne peuvent rien faire à l'Assemblée, c'est fini, ils ne représenteront pas. Donc, où ça clôt la partie, c'est que très probablement, les municipales seront la prochaine élection, et ça sera la dernière élection au suffrage universel avant les présidentielles. Donc, effectivement, on peut dire que quelque part, il y a un résultat qui est, qui nous entraîne sur une nouvelle période et qui donne tout son rôle au municipal. Parce que ce que nous ne sommes pas parvenus à faire au niveau de l'Assemblée, ça sera au municipal de le faire et ça sera au peuple de le faire. C'est-à-dire censurer le gouvernement et les gouvernements macronistes par le suffrage universel, puisque, à cause des socialistes, nous ne sommes pas parvenus à les censurer à l'Assemblée nationale. Bien, mais au moins, je trouve que ça a au moins un mérite, c'est que ça clarifie quand même beaucoup de choses depuis février 2025 et la non-censure
de Bayrou. Alors, vous pourriez me dire, bon, Éric, réveille-toi, ils n'avaient déjà pas censuré Bayrou, il n'y avait pas vraiment de raison qu'ils censurent certainement cette fois-ci le Cornu, mais moi, vous savez, je suis un peu un idéaliste, je suis souvent unitaire pour deux, donc tant qu'ils n'avaient pas fait le vote définitif, je voulais essayer d'y croire. Bien. D'ailleurs, j'ai bien fait, parce qu'il y a quand même 5 socialistes qui ont quand même, mordicus, voté toutes les censures. Ben voilà, on s'en rappellera. Ceux-là ont voté toutes les censures. 5. Pas beaucoup, 5. Enfin bon, 5 ont voté les censures. Mais il y a une chose qui est claire maintenant, c'est que les opposants de gauche à Emmanuel Macron, on les connaît. C'est ceux qui ont voté toutes les censures. Ça, c'est quelque chose qui clarifie le paysage politique. Et c'est pas un hasard si, par exemple, France Insoumise et les communistes se retrouvent ici sur cette liste. Parce qu'il se trouve qu'il y a 2 forces déjà qui ont voté toutes les censures. Il y en a une troisième, et c'est d'ailleurs dommage qu'on ne se retrouve pas sur les mêmes listes, qui sont les écologistes à l'Assemblée nationale, qui ont également voté toutes les censures. Donc, première chose, maintenant au moins c'est clair, il y a d'un côté une opposition de gauche qui est composée à l'Assemblée nationale des insoumis, des communistes et ultramarins et des écologistes, et de l'autre côté, il y a des soutiens sans participation au gouvernement. C'est comme ça qu'il faut appeler le groupe socialiste. Ça ne peut pas s'appeler autrement, avec des conséquences évidemment très directes. Bon. Donc c'est quelque part évidemment l'élément concret pour les municipales, je viens de le dire, de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire aux municipales, avec là aussi un message assez direct finalement pour Angoulême, parce que j'ai regardé un petit peu Angoulême, c'est assez simple ce que ça va donner. Il y a une liste des opposants de gauche aux macronistes, donc de l'alternative aux macronistes, c'est celle qui est menée par Azilis Petit-Loubatin, il n'y en a qu'une. Il y a une autre liste gouvernementale, c'est celle du maire, Horizon. Il y a une troisième liste, et puis il y a 2 listes de soutien au gouvernement, la liste socialiste et la liste Place Publique, merci René. Il y a une liste d'extrême droite, évidemment, mais j'ai cru comprendre fort heureusement que l'extrême droite ne menace pas de prendre la ville d'Angoulême, a priori. Donc au moins les choses sont claires. Je sais qu'il y a aussi une liste citoyenne soutenue par Europe Écologie. Moi, très sincèrement, je n'ai pas à me mêler des affaires d'Angoulême. Je pense qu'on aurait intérêt à être ensemble, quoi, parce qu'au moins ça clarifierait les choses en termes justement de ceux qui ont censuré depuis le début et de ceux qui ont refusé la censure. Bien, donc pas d'autre occasion de censurer le gouvernement, c'est les municipales qui le permettent. Et vous pourriez me dire, bon, mais tout ça, d'accord, c'est une analyse assez nationale, c'est-à-dire c'est les conséquences, mais en quoi ça va changer notre vie? Je voudrais vous dire en quoi la non-censure du gouvernement Bayrou, puis la non-censure du gouvernement Le Cornu, va justement influer directement sur nos vies quotidiennes. Très concrètement. D'abord, le premier constat qu'il fait, ce budget, qui est dans la pure tradition macroniste, c'est qu'il laisse tranquilles les riches. La marque du macronisme, depuis 2017, c'est quoi? C'est que le macronisme a constitué une noblesse d'argent dans ce pays. Et quand je me dis ça, je mesure ce que je dis. Une noblesse d'argent. Comment se constitue une noblesse d'argent? Déjà par le petit nombre. Parce que de la même manière que la noblesse, sous l'Ancien Régime, représentait environ 1% de la population, quand 98% c'était le tiers-état, c'est-à-dire tous ceux qui produisaient les richesses, il y en avait un autre pourcent, c'était le clergé, de la même manière, là, on a affaire à des ultra-riches qui se comptent par quelques milliers. Quelques milliers. Donc ils ont une richesse actuelle. Et comme Macron a mis en place, c'est pas lui qui a commencé, mais alors lui, je peux vous dire que ça s'est amplifié, des mécanismes qui leur permettent non seulement d'optimiser fiscalement leurs revenus, leur patrimoine, mais aussi leur succession. Tous ces gens-là ont des enfants qui, avant même de savoir marcher, sont ultra riches. C'est la caractéristique d'une noblesse. Donc, il a constitué une noblesse d'argent. Et quand je dis ça, c'est que ça a des répercussions, pas seulement, j'allais dire, sur la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, où on voit bien que notre système est théoriquement antinomique. La preuve, on leur a coupé la tête, enfin, au moins pour certains. Bon, je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant. Hein. Bref, c'est quand même antinomique, je reviens à des choses plus pacifiques, avec notre République. Donc déjà, il met à mal quelque part
tout ce qui nous sert justement de base de notre vivre ensemble, c'est-à-dire la base de la République. Bien. Donc ça, c'est déjà un problème. Mais en plus de ça, ces gens-là nous coûtent un pognon de dingue. Un pognon de dingue. Songez que depuis que Macron est président de la République, depuis 2017, les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine doubler. Et puis, je vous assure que quand eux, ça double, c'est pas un SMIC. Hein. C'est plus 600 milliards. Si bien que ces gens-là, 500 toujours, hein, désormais, leur patrimoine représentait 20% de la richesse nationale en 2017, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, elle représente 40% de la richesse nationale. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça peut signifier. 500 personnes, à peine plus que dans cette salle, qui représentent non seulement l'équivalent de quasiment 30 millions de la population française en termes de revenus, mais qui aujourd'hui représentent à eux seuls 40% de la richesse nationale. Et vous me direz, quand on dit ça, nos adversaires nous disent « mais vous n'aimez pas les riches, quoi. C'est quand même terrible. Vous n'aimez pas ces gens qui gagnent des richesses, qui enrichissent notre pays. » Mais sauf que le problème, c'est que dans le même temps, la richesse nationale, elle n'a pas doublé. Elle n'a pas doublé. Donc, si eux ont doublé leur richesse sur une richesse nationale qui elle-même n'a pas doublé, bah, ça veut dire qu'ils l'ont fait sur le dos de tout le monde. Ils ont accumulé une richesse sur le dos de tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays. Les salariés, les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, même les patrons de PME. C'est ça la réalité. Le macronisme, c'est ça. Et ce budget les a laissés tranquilles. Tranquilles. Parce que, comment ils ont fait ? Ils ont fait en sorte que toute la fiscalité du capital dispose désormais d'un bouclier. Ça s'appelle la flat tax. Tout revenu du capital ne peut pas être imposé à plus de 30%. C'est bien moindre que le revenu du travail. Et donc, par des mécanismes, je vous l'explique en gros, il y a un chiffre qui est sorti. On a très peu d'études, parce qu'en plus, comme ils sont même plus obligés de déclarer leur fortune professionnelle et même non professionnelle depuis l'ISF, on n'a plus les données à Bercy. Mais il y a eu quand même une étude qui a été faite il y a 3 ans, par un truc qui s'appelle l'Institut des politiques publiques, avec des données concrètes, non discutables, c'est les données de Bercy. Ils se sont rendus compte, pour montrer comment ces gens-là se sont enrichis, que les 150 personnes les plus riches cette fois-ci, parce qu'ils ont été obligés de prendre un échantillon, eh bien ces gens-là payent moins de 2% d'impôt sur le revenu. Moins de 2%, et certaines payent zéro. Et quand on regarde toute leur fortune professionnelle, leurs actions et autres, on s'aperçoit qu'ils sont taxés à hauteur environ de 25%. Ben, figurez-vous, la moyenne en France, à peu près de taxation, j'aime pas le trop de taxation, d'imposition, mais très globale, hein, c'est 50%. Et il y a un petit calcul très vite à faire uniquement pour ces 150, en sachant qu'ils sont plusieurs milliers, donc c'est encore pire. C'est que si ces gens-là étaient, par exemple, assujettis à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu des ultra-riches, 46%, eh bien, ça rapporterait 18 milliards d'euros à l'État. C'est-à-dire la différence entre ce qu'ils devraient payer en impôt sur le revenu et ce dont ils sont aujourd'hui imposés. Rien que pour 150. Il y en a des milliers. J'étais à Bercy, j'étais voir, ils sont des milliers dans ce cas-là. Donc, ça nous coûte des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ce budget ne fait rien contre ces gens-là. Au contraire même, il a même diminué la moindre imposition qui avait été faite l'an dernier de manière exceptionnelle. Voilà donc la première réalité de ce budget. Il laisse absolument tranquille. Et le pire de ça, c'est qu'à partir de là, on a des gens qui nous disent « mais la dette, c'est horrible. On ne peut pas continuer, quoi. Nos petits-enfants, enfin, vous connaissez la rengaine, bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, il faut la réduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire le déficit ? On pourrait se dire peut-être qu'il faut réduire le déficit en allant chercher un peu de leurs cadeaux qu'ils ont eus. Parce que, figurez-vous, tout cumulé, ces gens-là fait qu'il y a chaque année maintenant moins 100 milliards de recettes qui arrivent dans les caisses de l'État par rapport à 2017. C'est ça le déficit. Les dépenses publiques, elles n'ont pas augmenté par rapport au PIB. Ne les croyez pas. Quand ils vous disent les dépenses publiques n'arrêtent pas d'augmenter, elles ont baissé les dépenses publiques par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse produite. Donc, si c'est eux les responsables, c'est là qu'il faudrait aller chercher l'argent pour réduire les déficits. Bien. Et bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce budget ? On continue à baisser les dépenses publiques et on n'a pas touché à ces ultra-riches. Donc, c'est le premier problème dont il faut parler, c'est cette perpétuation d'une noblesse d'argent qui, en plus, nous impose de payer pour eux et de repayer pour eux. Alors après, j'ai regardé parce que
Les socialistes nous ont dit, puis le gouvernement nous le dit aussi, combien de temps j'ai au fait? Ça va? Bon, d'accord. Parce que je me dis, tiens, à chaque fois, je vais tenir dans le temps, puis à chaque fois, je déborde. Donc, les socialistes nous ont dit, mais quand même, nous, on a travaillé pour le peuple, quoi, on a trouvé un compromis. Vous, c'est sympa, les insoumis, les écologistes, les communistes, c'est des grands mots, mais après, vous n'êtes pas là pour essayer d'améliorer les choses. Alors, voyons voir le compromis. Alors, ils ont un premier compromis extrêmement fort. Ils nous ont dit qu'il y a 4000 postes d'enseignants qui devaient être supprimés, qui ne seront pas supprimés. Alors là, c'est le best. Parce que, figurez-vous, avec François Bayrou en 2025, François Bayrou a annoncé que 4000 postes d'enseignants n'allaient pas être supprimés. C'était ça qui était une des raisons pour lesquelles les socialistes ne l'ont pas censuré. Et Pan, le cornu, janvier, dit il y aura 4000 postes d'enseignants qui ne seront pas supprimés. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en fait, ce qu'il a vendu une fois, l'autre l'a vendu un an après. Et puis là, dans le budget, c'est supprimé, les 4000 postes d'enseignants. Alors, je peux vous dire, pour Poitiers, c'est 110 postes en moins dans le premier degré, 125 postes en moins pour le deuxième degré. Voilà, vous pouvez remercier le groupe socialiste de ces postes supprimés d'enseignants. Bon, c'est juste un peu pour montrer l'histoire. Alors, on nous dit, oui, d'accord, mais OK, on s'est trompé. Il y a 2000 postes créés pour les AESH. Bon, là, on regarde, et on s'aperçoit qu'il n'y en a que 500. Et puis, quand on connaît la situation des postes créés pour les AESH, d'abord, ce n'est pas tout à fait la même chose que des postes d'enseignants sous contrat, fonctionnaires, etc. On le sait bien, le problème des AESH, c'est qu'il y a une scandaleuse... Comment dire ? On considère tellement leur métier qu'ils sont précaires, qu'ils ne gagnent pas d'argent et qu'en général, il n'y a même pas les postes qui sont ouverts ne trouvent pas. Parce qu'évidemment, les gens, c'est un travail difficile. Raison pour lesquelles nous on demande que ça soit un corps de fonctionnaires, par exemple. Donc les 500 postes, ça ne veut rien dire. Donc en réalité, les socialistes, ils ont accepté un compromis qui supprime 4000 postes d'enseignants. Merci à eux. Après, ils nous ont dit, mais il y a une hausse de 50 € de prime d'activité. Soyez contents. Bien. Alors, là-dessus aussi, juste une petite réflexion. La première réflexion, c'est de dire que, d'abord, la prime d'activité, entre nous soit dit, c'est quand même pas la panacée. Parce que je vous rappelle de pourquoi ça a été créé. C'est qu'au lieu d'obliger les entreprises à augmenter les salaires, c'est l'État qui paye pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Excusez-moi, mais comme partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, c'est pas terrible, quoi. Il n'y a pas de raison que ce soit nous qui payons collectivement l'augmentation des salaires. Bon, déjà, c'est pas terrible. Mais après, on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit quoi ? C'est que, dans le même temps, il y a des coupes sombres, par exemple, sur le ministère du Travail, qui fait que ça va avoir des conséquences. Par exemple, le contrat formation, qui, par exemple, concerne le permis de conduire. C'est utile, le permis de conduire pour les jeunes, qui, jusqu'à maintenant, était plus sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui se dit, tiens, ça peut être utile, ça peut payer le permis de conduire. Ben, c'est fini. C'est fini. Donc, en gros, tout ce qui est fait au terme également de diminution des contrats aidés, en gros, il y a quelques miettes qui sont mises d'un côté, et de l'autre côté, on retire des paquets entiers en baissant les budgets du ministère du Travail, le ministère de Solidarité, etc. Le logement, c'est pareil. On nous a dit, oh, mais c'est extraordinaire, on va augmenter le logement. Alors, il a augmenté, certes, de 46 millions d'euros par un amendement. Par contre, le budget de l'ensemble de l'aide à l'accès au logement baisse, lui, de 290 millions d'euros. Voilà, c'est juste pour des petites démonstrations. On nous a dit les fonds verts. Alors, les fonds verts, j'en parle parce que ça concerne directement les collectivités territoriales. D'accord ? Les fonds verts, c'est un truc qui marche. C'est-à-dire, on fait en sorte que l'État assure un fonds pour qu'après, les collectivités mettent le supplément et comme ça, on a des investissements en matière écologique. Ça marche tellement bien, là, ils nous ont dit qu'ils avaient augmenté, qu'en 2 ans, ça a 3 ans seulement d'âge, en 2 ans, c'est déjà moins 67% de fonds verts. Donc l'investissement baisse au niveau du fonds vert. Même l'investissement tout court, dont ils nous disent qu'il est absolument essentiel, c'est moins 1 milliard dans le budget France 2030, où là, c'est quand même absolument incroyable. Parce que là, juste pour parler de leur discours sur cette histoire d'investissement, alors, ils reconnaissent qu'il faut de l'investissement. C'est clair que pour essayer de redevenir un peu souverain d'un point de vue industriel, agricole, il faut investir. Et la France investit quasiment pas. Et ils nous disent, oui, d'accord, mais pour investir, il faut d'abord faire en sorte de régler la question de la dette. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le cheminement, mais comme eux, dans leur plan, comptent en gros arriver à 3% de déficit, qui est la règle d'or européenne en 2029, si je les suis bien, ça veut dire qu'en France, on n'investit pas comme il faudrait d'ici 2029. C'est une ineptie et d'une stupidité incroyable. Parce que dans le même temps, les Allemands, ils ont décidé d'investir 60 milliards d'euros par an
dans l'industrie. Alors certes, c'est la défense, c'est pas terrible, mais ils vont faire tourner leurs usines. Qu'est-ce qui va se passer, figurez-vous? C'est que ce qui se passe déjà, c'est qu'aux 2/3, ça explique le fait que tout d'un coup, ils ont une croissance qui commence à redémarrer. Et nous, on va rester sur le quai. Alors certes, on va s'occuper de la dette, on fera toujours des cadeaux fiscaux aux plus riches, mais on ne va pas investir. Et l'investissement, par exemple, en matière écologique, c'est absolument une catastrophe qu'on n'investisse pas. Aujourd'hui, pour respecter les accords de Paris, il faudrait 37 milliards d'investissements publics par an en plus. Dans le budget, là, il y en a moins de 2 milliards d'investissements en matière de politique environnementale. Donc c'est vous dire à quel point ce budget va résoudre les problèmes. Je vous cite quelques autres chiffres. Fonction publique, moins 30% en 2 ans, 208 millions d'euros. Culture, je dis ça par rapport au festival BD, j'ai vu que c'était un problème à Angoulême, même si j'ai cru comprendre que le festival n'attirait pas forcément les gens d'Angoulême. Enfin, c'est une autre question. Enfin, on va dire quand même que voilà, c'est quelque chose qui est... Mais ceux-là même qui aujourd'hui pleurent, y compris localement, sur les déboires du festival, ils viennent de voter un budget qui diminue de 6% le budget de la culture. Si on ne voit pas le rapport, parce que comme dans le même temps, on baisse de 2 milliards le budget des collectivités, alors qu'on invite les collectivités à faire en sorte de compenser ce que ne fait plus l'État en matière de culture, mais qu'en même temps, on baisse le budget de la culture, à un moment donné, tout ça ne fonctionne plus. Bon, je vous passe les détails. Paysage, biodiversité, moins 6%, énergie, climat. Le sport, excusez-moi, je parle du sport, c'est quand même important, le sport. C'est l'émancipation par le corps, c'est pas juste une activité comme ça. Il nous avait dit, les JO, ça va être un héritage extraordinaire. Moins 16% cette année, moins 31% du budget sportif en 2 ans. On sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que les mômes qui ont regardé les JO, qui ont envie de faire telle ou telle compétition, même, etc., mais ils n'auront pas le matériel, ils n'auront pas les équipements. Donc là aussi, évidemment, ça a des conséquences. L'agriculture dont il nous disait, parce que vous ne votez pas suffisamment vite le budget, les agriculteurs ne vont pas avoir les fonds d'urgence. Moins 3% cette année, moins 14% en 2 ans de budget. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va y avoir comme fonds d'urgence pour les agriculteurs? Bien, là, je passe les autres éléments parce que je sais que je fais trop rapide. Juste pour montrer quand même, parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement au budget qui nous concerne, mais évidemment au budget aussi qui concerne la France. Dans le budget cette année, l'aide au développement, absolument fondamentale pour aider les pays du Sud, au moment même où Trump réduit ça quasiment à néant, en question de santé, d'environnement, dont on comprendra que c'est une bêtise absolue, parce que les microbes, les virus, les questions de réchauffement planétaire, ça ignore les frontières et ça ignore les mers. Autrement dit, ce qu'on n'investit pas maintenant pour aider les pays du Sud de ce point de vue-là, on va le recevoir en plein. Eh bien, la France se débrouille pour baisser le budget de l'aide au développement de 40% en 2 ans. Ce qui fait que pour les ONG, ils sont en train de dire, mais vous faites en fait du sous-Trump, peut-être encore du sous, mais du Trump quand même par rapport à ça. Et ça a des conséquences sur ce qu'on renvoie comme chose. Parce que dans ce budget, il y a des mesures qui sont absolument scandaleuses. J'espère d'ailleurs qu'on va les faire sauter par recours au Conseil constitutionnel. Il y a le fait de remettre en question les APL pour les étudiants non extracommunautaires. C'est une première, parce que les aides sociales, en France, ce n'est pas fait selon votre nationalité. C'est fait selon votre statut social, pas votre nationalité. Donc c'est la préférence nationale. D'ailleurs, c'est tellement vrai que dans le programme de Jean-Marie Le Pen, UFN, c'était inscrit dans les premières mesures de supprimer l'APL pour les étudiants extracommunautaires. Et bien eux, ils le font dans ce budget. Et comme ça ne les satisfait pas seulement de faire ça dans ce budget, en même temps, ils ont remis dans le budget quelque chose pourtant qu'on a battu à l'Assemblée, qui est la multiplication du droit de timbre pour les étrangers pour renouveler leurs papiers et leur acquisition de nationalité. Vous avez compris, ce qui est visé là-dedans, ce n'est pas des économies, c'est des œillades appuyées sur les partis de droite et d'extrême droite, et pense-t-il des électorats de droite et d'extrême droite. Et là, je voudrais juste prolonger, j'arrive vers la fin, vous inquiétez pas, je voudrais juste prolonger ce qui va se passer là cette année à cause du fait de ne pas avoir censuré Bayrou, à cause du fait de ne pas avoir censuré le Cornu. Nous, on l'a vu l'autre jour avec la niche LR, avec René. Ça a été une journée traumatisante. Parce que c'était la droite dite républicaine qui a proposé des textes pires que le RN, à droite du RN. Par exemple, le droit de présomption, présomption de légitime défense pour les policiers pour tirer. Voilà. Je dis ça parce que présomption de légitime défense pour les policiers pour tirer, c'est ce qui a été invoqué pour ICE
quand ils ont tué l'infirmier à Minneapolis. On a dit, ah, mais il se sentait en danger. Donc, vous voyez bien ce que ça peut faire. Bon. Ça a été, heureusement, on a réussi à repousser. Ils ne sont pas arrivés à minuit. Minuit, ça s'arrête. Ils n'ont pas pu le voter. Mais le gouvernement a déjà dit qu'ils allaient le reprendre. Et donc, ils vont faire passer ce texte avec une majorité qui va du bloc central au RN. Et ils vont faire ça sur plein d'autres textes. Il y en avait un autre pour remettre en question le 1er mai. Ils ont un autre pour la PPL dite Yadan, c'est-à-dire qui est pour dire que l'antisionisme est un antisémitisme et en réalité pour criminaliser toute critique du gouvernement Netanyahou. Et bien ça, ils vont nous le passer cette année avec ces majorités-là. Donc ceux qui n'ont pas censuré ce gouvernement seront directement responsables de cette situation, et il faudra le dire. Revenons donc au municipal et à l'importance du programme que nous présentons. Il est utile de dire évidemment que c'est important de faire de nos villes des terres de résistance, tant qu'il y a cette politique, mais aussi des terres de reconquête en vue de 2027 sur un certain nombre de politiques liées au logement, aux biens communs, etc. Je pense que ça va être évoqué par la suite. Il y a une chose sur laquelle il ne faut rien lâcher de ce que nous représentons, quelle que soit la pression. C'est que nous devons être des listes qui luttent contre toutes les discriminations et contre le racisme. Je dis ça parce que depuis quelque temps, on se fait attaquer quelques-uns et les filles parce qu'on a eu le malheur de dire que quand nous voulions que nos listes représentent toute la France, tous les quartiers populaires, à un moment donné, si on y arrive, par exemple, je vois moi en Seine-Saint-Denis, je ne fais pas un dessin, ça veut dire qu'inévitablement, on aura des maires racisés. Ça veut dire que sinon, on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on restera dans une situation où on ne représente pas la population. Alors là, j'ai entendu des gens dire « Mais comment ça, vous évoquez qu'il faudrait des maires noirs et arabes, vous êtes racistes ?» Autrement dit, le racisme, c'est de démonter le racisme. C'est ça leur logique à eux. Ils nous expliquent que parce que nous luttons contre la discrimination, parce que nous disons que des victimes du racisme doivent être aussi parmi nous et que nous doivent aussi représenter le pays parce qu'ils sont le pays avec toutes les composantes de ce pays qui forment la Nouvelle-France, eh bien, nous serions racistes. Eh bien, nous l'assumons. Nous sommes la force qui pensons que les quartiers populaires, les couches populaires, les classes populaires doivent effectivement être mis en avant parce qu'elles ont tout intérêt, à un moment donné, à voter pour des listes qui luttent contre toutes les discriminations sociales, raciales, religieuses, etc. Donc oui, nous le disons. Nous espérons que nous aurons des candidats qui représentent bien le pays, bien la France. Et j'ai cru comprendre qu'évidemment, ici, à Angoulême, ça a aussi une importance, et je vais terminer là-dessus. Parce que nous le disons, c'est que pour essayer de gagner, nous, la gauche de rupture, il faut qu'on compte sur les abstentionnistes. Ça, c'est clair. Le résultat est évident. Et que les abstentionnistes, vous avez remarqué que ce n'est pas tellement dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly, ou je ne sais pas quelle ville ici symbolise, j'allais dire, le séparatisme des ultra-riches qu'ils sont, mais c'est plutôt dans les couches populaires. Et d'ailleurs, quelque part, on entretient ça généralement sur les médias en disant « mais ça ne sert à rien, tous les mêmes, etc. » Vous connaissez la liaison. Donc oui, nous assumons, nous, de faire en sorte que les abstentionnistes, non pas par clientélisme, on remarquerait les autres, on leur reproche jamais quand ils ne veulent pas taxer les riches, on leur reproche pas de faire du clientélisme. C'est rigolo quand même. Bon. Bref, nous revendiquons effectivement d'aller chercher les abstentionnistes pour essayer de gagner, parce que c'est normal, dans une élection qui n'est pas censitaire, que tout le monde puisse voter et s'exprimer. Et de ce point de vue-là, j'ai regardé un peu les élections, et là, ça me donne grand espoir pour la liste que tu mènes, Anne. Asilis, petit boutin, j'ai eu du mal. Bien. Aux européennes, j'ai remarqué, il y a 48,22% de participation. En tête, sur Angoulême, Bardella, 19,56, Glucksmann, 19,8, suit Aubry, 17,04. Je n'ai pas été voir plus loin, mais enfin voilà, Aubry fait 2129 voix. Et par contre, je regarde les présidentielles. Voilà, présidentielles, 71% de participation. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, largement devant Macron et Marine Le Pen, 5690 voix, le double de nombre de voix de Manon Aubry. Autrement dit, notre objectif, il est là. Il est d'aller chercher les voix qui se sont, à un moment donné, engagées sur nos différents partis ensemble, qui composent cette liste, et leur dire ça vaut le coup de vous déplacer. Parce que ces villes, c'est important d'avoir des majorités. Et si elles se déplacent, on gagne. C'est simple, si elles se déplacent, on gagne Angoulême. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
D'abord, d'ici le 4 et 6 février, demandez aux gens de s'inscrire sur les listes. Il reste 2 jours et 4 jours, selon que ça soit en ligne ou physiquement. Et puis après, faire ce que vous savez faire de mieux, parce que personne ne peut nous concurrencer dans notre force militante, c'est-à-dire faire campagne et gagner Angoulême. C'est tout ce que je souhaite à cette belle liste. Merci. Merci beaucoup, Éric Coquerel. À présent, je vais donner la parole à notre deuxième invité. Vous le connaissez, anciennement professeur au LISA d'Angoulême. C'est depuis 2022 notre député insoumis, élu à la première circonscription de Charente. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour René Pilato. Éric est plus grand que moi. Alors, je vais essayer de faire un lien avec effectivement ce qui se passe au niveau national et au niveau local. Donc, rapidement, il y a un éparpillement ici des listes, 9 listes, 5 de gauche, on verra si c'est vraiment de gauche, et 4 de droite. Donc, 2 qui sont partis de la mairie actuelle sortante, plus 2 listes d'extrême droite qui se sont déclarées, Reconquête et le Rassemblement national. Nous sommes la seule liste d'union, la seule, avec un collectif citoyen, avec le Parti communiste français et avec la France insoumise. Il faut le noter, l'union, c'est vous. Je rappelle le contexte de mon élection. Si on part désunis, la circonscription reste à la Macronie. C'est parce qu'avec la NUPES et le NFP que nous sommes partis unis qu'on a réussi non seulement à la gagner, mais à la conserver. Donc, je le rappelle, ça, ce sont les chiffres. On fait quand même 36% avec une triangulaire et un candidat RN à 32 et un macroniste à 32. Donc on voit que le macronisme s'écroule, même localement. Donc ça, tu parlais de la dérive du macronisme, Éric, on la constate localement. Je vais aller assez rapidement. Pendant la niche des Républicains, tu as rappelé qu'il y avait des textes carrément pourris, on peut le dire. Et on constate aujourd'hui que quand il y a la niche du RN, quand il y a la niche des ciotistes, et maintenant quand il y a la niche des soi-disant républicains, en fait, on a 3 niches RN à l'Assemblée nationale. C'est pas rien parce que c'est une dérive, je dirais, très inquiétante qu'on constate partout et bien aidée par nos médias. Donc, quelque part, ce sont les Républicains, le Parti socialiste qui maintiennent Macron au pouvoir et on a ces lignes qui ont bougé. Et il faut savoir que... Je vais tourner mes feuilles. Il faut savoir qu'ici, on assiste à la même chose avec les 2 listes de droite soi-disant républicaines, la liste de M. Bonnefond et celle de M. You. Ils ne parlent jamais du quotidien des gens, ils ne font qu'agiter les peurs. À eux deux, vous avez CNews en direct localement. Nous parlons du pouvoir d'achat, de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, de la gratuité des cantines scolaires pour les familles les plus précaires. Nous parlons d'enfants, de malnutrition, et qui dit malnutrition dit obésité, et qui dit obésité dit des problèmes de santé avec des cancers qui explosent. Manger un repas équilibré pour mieux apprendre, ça, c'est notre programme. De quoi parle-t-il? De l'uniforme à l'école. C'est vachement important quand même, hein? Eh bien, nous parlons des enjeux écologiques, de comment nous pourrions finir avec les embouteillages en revoyant toute la mobilité, comment on peut réduire la pollution, comment on peut redynamiser les activités économiques du centre-ville, les bienfaits de la gratuité des transports en commun, pour les quartiers comme pour les villes périphériques. Et eux, ils nous parlent de quoi? De nous surveiller avec des drones. Donc, vous voyez que le quotidien... Là où les gens ont mal, là où les gens souffrent, ils n'en ont rien à faire. Ce qui compte pour eux, c'est les magouilles, c'est effectivement se positionner. Alors on a Bonnefond, je vais en parler de Bonnefond.
Ah bah si, je vais en parler de Bonnefond. Nous avons battu, parce qu'unis, le porte-parole national d'Horizon. Alors ça, c'est pas rien. On l'a renvoyé tranquillement s'occuper des patients aux urgences. On a donc rendu service au personnel de santé, j'espère. Et quelque part, il y a un médecin de plus et quelqu'un qui casse la fonction publique de moins à l'Assemblée nationale. Donc, je vous invite à bien réfléchir. On a viré le porte-parole national de M. Édouard Philippe, qui dîne avec Mme Le Pen et M. Bardella. Il faut le savoir quand même. Eh bien, il faut virer le porte-parole régional. À votre avis, c'est qui? C'est M. Bonnefond. Et quelque part, il n'y a rien d'étonnant, parce que ces gens-là, ils se faufilent, ils ne montrent jamais leur étiquette. Je vais vous dire, j'ai vraiment mal à la France quand un Édouard Philippe, qui veut prétendre à la plus haute fonction, qui l'a entendu sur ICE, qui l'a entendu sur Gaza, qui l'a entendu sur des sujets internationaux? Rien, nada. Il passe entre le mur et le papier peint. On a le même ici. Qui a entendu Bonnefond quand il y a eu l'incinérateur qui a été proposé? Personne, alors qu'il l'a signé. Qui a entendu Bonnefond quand il s'agissait de défendre la dignité humaine à Gaza? Personne. Vous l'avez vu dans une manif, quelle qu'elle soit, Bonnefond? Jamais. Donc ces gens-là, ils sont un coup Macron, un coup Horizon, un coup les Républicains, histoire de garder un poste. On a les mêmes là-haut, ils s'appellent les socialistes, je crois, mais bon, on ne va pas trop dire de mal. Et donc, on parlait de la gauche, et j'en parlerai tout à l'heure. Je finis avec la droite. Donc, quelque part, quand je vous disais que le porte-parole régional, il faut le virer, c'est quand même lui, localement, qui a flingué le FIBD, parce que ça fait des années quand même que le FIBD va mal. Eh bien, il l'a laissé crever. On se désengage, on donne quelques subventions, on ne regarde pas comment l'argent est utilisé, ça nous rappelle la politique nationale. Et après, 50 ans de FIBD, un demi-siècle mis à la poubelle. Merci, Monsieur Bonnefond. Heureusement que les bénévoles ont fait le boulot pour essayer de sauver la casse. C'est quand même le monsieur, le maire sortant, Glingling, Tiroir-Caisse, qui touche une indemnité, qui est président du Grand Angoulême, Glingling, Tiroir-Caisse, touche une deuxième indemnité, qui est conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, Glingling, Tiroir-Caisse. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui fait 3 mandats quand même. D'énormes qualités d'ubiquité, je ne sais pas, de transmission par la pensée. En tout cas, ce monsieur, il cumule 3 mandats. Donc, quand on est partout, c'est qu'on est nulle part. Et quelque part, en tant que président du Grand Angoulême, il a eu vraiment le nez fin. Il a permis tout le développement de la zone de Champniers. Eh bien, vous avez qu'à voir le centre-ville d'Angoulême, avec une mobilité, une tarification qui a été, entre guillemets, intelligemment pensée. C'est une catastrophe. Donc, le FIBD, c'est une catastrophe. Le centre-ville d'Angoulême, par des décisions au niveau du Grand Angoulême, c'est une catastrophe. Et ils voulaient les ramener avec l'incinérateur dans toute la région, les déchets, parce qu'ils voulaient faire un incinérateur de 120 000 tonnes, alors qu'il y a une politique de réduction des déchets et qu'on n'est même pas à 60 000 tonnes. Donc, quelque part, ce sont des incompétents, incapables de gérer une commune, incapables de gérer une collectivité et incapables de donner une vision pour notre territoire. J'en ai fini avec lui. Donc on veut effectivement poursuivre le NFP localement, c'est-à-dire mettre un programme social et écologiste de rupture avec le macronisme. Éric et moi, nous avons été élus sur un contrat de législature. Dans le préambule, dans la première phrase,
tout député, tout candidat, toute candidate qui portait le chasuble NFP se devait de voter tous les textes qui rompent avec le macronisme. C'est ça qu'il y avait écrit. On a tous signé. Et donc, quelque part, on tient la ligne. Et quand on nous dit, vous voulez faire, vous ne faites pas de compromis, ce n'est pas notre sujet. On ne se compromet pas avec les macronistes. Ce n'est pas possible. Ils ont flingué le pays. Bon, je vais parler de la gauche. Un petit peu. Bon, je vais faire quand même parce que je suis pas à l'aise avec ça. Donc, vous savez qu'il y a une liste soutenue par Place Publique. Donc, je vais faire un test, là. Trichez pas, hein. Dans cette salle, lève la main ceux qui pensent que Place Publique est de gauche. OK. Très bien. Je vais faire une deuxième expérience. Dans cette salle, lève la main ceux qui pensent que le Parti socialiste est de gauche. On en a un. Merci effectivement d'avoir sauvé l'honneur du Parti socialiste. Et donc, je vais faire une dernière expérience. Qui, dans cette assemblée, pense que les écologistes sont de gauche? Ah, quand même, oui. Eh bien voilà, donc c'est ce que disait Eric, on n'a pas de mal à travailler avec le groupe GDR à l'Assemblée, c'est-à-dire le groupe des communistes et des ultramarins. On n'a pas de mal, effectivement, à travailler avec les communistes. On retrouve sur notre liste les communistes. On espère que ceux qui se sont perdus, qui ont retiré leur logo, on l'espère les retrouver au second tour parce qu'on a besoin de travailler avec eux. Et sachez que si vous mettez l'Union populaire Angoulême en tête de la gauche, comme nous l'avons dit au niveau national, nous le ferons au niveau local, nous tendrons la main à toutes celles et ceux qui se prétendent de gauche et qui adhèrent à notre programme. Donc nous serons une gauche déterminée, qui ne tergiverse pas, qui est sur un programme qui a été fait en partie par une déclinaison du national, mais également par presque 1000 porte-à-porte sur Angoulême pour connaître les besoins locaux. Et cette symbiose a été travaillée pendant 1 an et elle va vous être tranquillement déclinée tout au long de la campagne et présentée dans ses grandes lignes par quelqu'un qui est venu tranquillement nous aider au moment des départementales. Suivez mon regard. Anazilis Petit-Louboutin. Bonjour Anazilis, ça va? Bon, très bien. Alors, sachez que c'est une femme engagée parce qu'elle est dans l'associatif, elle est dans les syndicats, elle a un engagement écologique, elle lutte contre les discriminations et par son métier, tu parlais des AESH, tu as une AESH près de toi qui s'occupe des personnes en difficulté et qui rend vraiment service à la société et qui donne le sourire à des gens qui en ont besoin. C'est une femme qui connaît la ville, qui connaît les réalités du quotidien par ce métier, femme diplômée, avec une grande capacité de travail, une grande capacité d'écoute, une femme qui fédère. Vous êtes là? Une femme qui se projette, elle en parlera, une femme qui a les pieds sur terre, qui a des lumières dans les yeux. Je vous demande d'applaudir bien fort notre tête de liste, Anne-Azilise Petit-Louboutin. Merci René, merci. Oui, je vous demande d'applaudir chaleureusement Anne-Azilise, tête de liste de l'Union populaire Angoulême. Ce sera la première femme maire d'Angoulême, Anne-Azilise Petit-Louboutin. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes les militantes et tous les militants qui ont tracté, qui ont collé,
qui ont discuté en porte-à-porte et puis sur les marchés, parce qu'en fait, ce soir, cette démonstration de force, c'est grâce à vous. Et sans militantes et sans militants, il n'y aurait pas de campagne. Donc merci beaucoup. Comme vous, moi aussi, j'ai fait le constat en faisant des porte-à-porte que, en fait, Angoulême, c'est une ville qui ne protège plus. Et quand on a grandi ici, quand on a appris ici, on ne peut pas rester spectatrice. Je ne peux pas rester spectatrice. Angoulême mérite beaucoup mieux. Angoulême mérite une ville qui est à l'écoute, qui va redonner sa place aux citoyennes et aux citoyens, qui se sentent aujourd'hui délaissés, qui se sentent pas écoutés. Angoulême mérite aussi un travail en concertation et en transparence avec nos associations, parce que c'est le tissu associatif qui est essentiel pour l'action communale. Angoulême mérite aussi de soutenir ses agents et ses agentes, car c'est elles et eux, c'est sur elles et sur eux que repose toute la mise en place de l'action politique locale. Et puis Angoulême, ça a déjà été évoqué, doit être une ville qui lutte contre les discriminations, parce qu'on refuse de hiérarchiser les habitantes et les habitants de notre ville. On refuse aussi de mépriser les quartiers populaires. En fait, qu'est-ce qu'on veut pour Angoulême ? On veut tout simplement une ville qui va répondre aux besoins, une ville qui va être attentive à toutes et à tous, qui va protéger ses habitantes et ses habitants des plus jeunes aux plus âgés, qui va s'attacher à émanciper par l'école, une ville qui va aussi lutter contre la solitude des aînés notamment, une ville qui va investir dans des services publics de proximité, dans des centres de santé, par exemple. Je suppose que parmi vous, il y a certainement des gens qui cherchent à obtenir un rendez-vous chez un médecin avec un peu de difficulté. Et puis, Angoulême aussi doit être une ville à la hauteur des enjeux climatiques pour une vraie bifurcation écologique. En fait, ce qu'on attend d'Angoulême, ce qu'on espère pour Angoulême, c'est qu'elle devienne réellement une ville du bien vivre. Et avec l'Union populaire Angoulême, notre ville deviendra une ville où chaque habitante et chaque habitant compte. Une ville où on peut vivre avec dignité dans tous les quartiers. Et une ville où le bien commun va guider les décisions. Mais pour commencer, je voudrais parler des choses qui fâchent et que René, tu as déjà un petit peu évoqué avec le bilan de M. Bonnefond. Bah oui, M. Bonnefond, en bon petit Macron, il mène une politique autoritaire et une politique antisociale. Si bien qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à Angoulême, il y a des familles qui comptent chaque euro. À Angoulême, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces chiffres-là, mais en fait, à Angoulême, il y a quand même 25% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pour avoir un ordre de comparaison, au niveau national, on est à 14%. Une personne sur 4 dans notre ville vit sous le seuil de pauvreté. Quand on fait du porte-à-porte aussi, on rencontre régulièrement des personnes qui sont isolées. Parfois, ça fait 2-3 jours, voire plus que ça, que ces gens n'ont vu personne, que ces gens n'ont parlé à personne. Et puis, René, tu l'as aussi évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne font pas 3 repas par jour et qui arrivent à l'école le ventre vide. Ça représente 1 enfant sur 4. Et puis, il y a aussi des quartiers qui sont oubliés. Le Cage qui a brûlé récemment à Bel-Air et dont les habitantes et les habitants demandent la rénovation, eh bien, pour l'instant, la mairie ne s'est pas positionnée clairement, alors qu'il y a eu une pétition. Et le problème d'Angoulême, en fait, ce ne sont pas ses habitantes et ses habitants, ce sont les choix politiques qu'on leur impose. C'est un mépris, en fait.
Et le mépris, c'est pas forcément une phrase violente. Le mépris, ça peut être quelque chose de très sournois, ça peut être quelque chose de silencieux. Le mépris, ça peut être une rue qui est mal entretenue. Le mépris, ça peut être des logements qu'on va laisser se dégrader. Ça peut être aussi des poubelles qui débordent. Ça peut être une cantine dont on va augmenter les tarifs, alors qu'on sait très bien que certaines ou certains ne pourront pas payer cette augmentation. Le mépris, c'est aussi des services publics que l'on ferme ou qu'on éloigne. Alors, oui, certaines personnes nous disent « À quoi bon ? De toute façon, on ne nous écoute pas. » Bah oui, quand on n'écoute pas les gens, ils finissent par se taire. Mais si on ne se bat pas pour ça, rien ne changera. Et tout ça, c'est le fruit de 12 années d'une politique gestionnaire et sans vision. 2 mandats de macronisme municipal. 2 mandats passés à colmater au lieu de gouverner en anticipant. D'ailleurs, nous sommes à 2 mois des élections. Que se passe-t-il ? Monsieur Bonnefond s'attache à reboucher les nids de poules, à la va-vite. Alors que, pendant 2 mandats précédents, il ne s'est absolument pas occupé de refaire la voirie. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à faire à Angoulême. Mais on sait aussi que refaire la voirie, c'est un travail de longue haleine. C'est pas juste reboucher un nid de poule en moins de 48 heures. C'est la promesse de M. Bonnefond. Mais enfin, si on fait ça, très vite, le nid de poule va réapparaître. Avec l'Union populaire Angoulême, on s'est préparé à gouverner. Donc, on a pu consulter des agentes et des agents pour leur expertise. Et on sait aujourd'hui que refaire toute la voirie municipale, ça représente quand même 2 mandats. Donc, si vous nous élisez en mars, il faudra nous réélire ensuite pour un 2e mandat. Et puisqu'on approche des élections, il faut aussi évoquer la question de la végétalisation de la rue Hergé. Alors c'est très joli, je n'ai rien à reprocher sur le plan cosmétique, mais est-ce que végétaliser juste avant l'élection une artère piétonne, est-ce que c'est vraiment montrer qu'on a compris l'importance de l'enjeu du réchauffement climatique à l'échelle de la ville ? J'ai quelques doutes. Mais puisque je parlais d'une politique sans vision de M. Bonnefond, finalement, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, dans le même type d'aménagement, on a le parvis de la cathédrale. Voilà, oui, j'entends vos rires. Effectivement, je sais que ça fait beaucoup de mécontentes et mécontents. Peut-être que M. Bonnefond aurait dû impliquer les habitantes et les habitants pour décider de ce qu'il allait installer devant la cathédrale. Peut-être. En fait, M. Bonnefond, il répond surtout à des urgences médiatiques, que ce soit l'urgence des élections ou que ce soit l'urgence du festival de la bande dessinée. Et oui, parce que malgré les avertissements, pendant plusieurs années quand même, on s'en est pas trop préoccupé. Puis il a fallu que les artistes, auteurs et autrices, et les éditeurs et éditrices se mettent vraiment à ruer dans les brancards à l'approche des élections. Là, ça commençait un petit peu à lui faire peur. Donc là, oui, il s'est décidé à faire quelque chose, parce qu'il y a eu cette urgence médiatique. Est-ce qu'un maire doit répondre à l'urgence médiatique ? Un maire devrait surtout répondre aux besoins réels, et pas aux besoins de l'urgence médiatique. Ce qui compte, en fait, avec M. Bonnefond, c'est faire le buzz, finalement. Et d'ailleurs, il a un peu misé là-dessus sur sa campagne, en commençant par une campagne qui fait peur. Une campagne où des drones vont voler au-dessus de nos têtes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, une espèce de gros truc vrombissant au-dessus de ma tête, enfin gros, c'est pas forcément si gros que ça, mais
une machine vrombissante au-dessus de ma tête, c'est pas vraiment ce qui va me rassurer. Je préférerais beaucoup plus qu'il y ait de la proximité humaine. Là, oui, là, je changerais peut-être d'avis, mais... Voilà, M. Bonnefond propose des drones. Et d'ailleurs, c'est parfaitement illégal. La police municipale ne peut pas, à l'heure actuelle, utiliser de drones. Mais Angoulême, c'est quand même une ville où il y a plein de caméras. C'est une ville où la police municipale est bien équipée et pourtant, il y a une augmentation des violences physiques. Vraisemblablement, c'est une politique qui n'a pas l'air de fonctionner. C'est un échec du pilotage municipal. Alors, je vous le demande, pourquoi poursuivre une politique qui ne fonctionne pas? À côté de ça, il y a des choses qui marchent. Par exemple, à Fontenay-sous-Bois, la tranquillité publique va s'appuyer sur la cohésion sociale, sur la prévention. Par exemple, pour échapper à la délinquance, en fait, il faut savoir comment fonctionnent les mécanismes. Un adolescent qui va réussir à décoder ça aura beaucoup plus de facilité à y résister. Ça, c'est de la prévention. À Fontenay-sous-Bois, on mise aussi sur la proximité. En fait, on essaie de prévenir plutôt que guérir, et ça coûte beaucoup moins cher, accessoirement. Et les résultats sont là, puisque entre 2023 et 2024, il y a eu une baisse de 10% des crimes et délits. Alors, on va comparer maintenant Fontenay-sous-Bois et Angoulême. Alors, à Fontenay-sous-Bois, il y a quand même un petit peu plus d'habitants et d'habitantes. Néanmoins, à Fontenay-sous-Bois, le taux de criminalité est quasiment divisé par 2 par rapport à Angoulême. Donc, on en revient à la même chose. Poursuivre une politique qui ne fonctionne pas, je pense que c'est absolument pas raisonnable, Monsieur Bonnefond. Et ça représente en fait une politique autoritaire et une politique complètement déconnectée. Ça me rappelle quelqu'un, un peu comme Macron, je pense, non ? C'est une politique déconnectée des besoins. Donc je vous parlais tout à l'heure des tarifs de cantine, mais je vais vous en reparler parce qu'en fait c'est quand même important. Quand on sait que des enfants ne peuvent plus aller à la cantine parce que les tarifs ont augmenté, moi, c'est quelque chose qui me touche, en fait. Donc, je vais vous en reparler plusieurs fois. Et cette politique aussi déconnectée des besoins, c'est aussi une politique qui va mépriser les quartiers. Alors, je vous parlais tout à l'heure du CAGE, à Bel-Air, mais je vous ai aussi parlé des nids de poules. Je vais vous reparler des nids de poules. Les nids de poules, on ne les comble pas... Monsieur Bonnefond ne les comble pas dans tous les quartiers. Si vous avez eu l'occasion de passer à Bel-Air, il y a la ligne 4 du bus qui passe, puis alors, ça secoue un petit peu, mais en fait, c'est pas à cause du bus si ça secoue. C'est juste que là, dans ce quartier-là, bizarrement, les nids de poules, ils sont pas rebouchés. Oui, c'est pas la peine, c'est pas des habitantes et des habitants, finalement, auxquels M. Bonnefond fait vraiment attention. Parce qu'en plus de sa politique déconnectée des besoins, il a aussi une politique qui est extrêmement autoritaire au point qu'en septembre dernier, vous avez peut-être vu passer ça dans la presse locale, en septembre dernier, l'adjoint au sport a démissionné. Et pourquoi est-ce qu'il a démissionné ? Parce qu'on lui demandait de porter des décisions qu'il n'avait pas prises. Parce qu'il y avait des concertations, mais sans lui. Et puis parce que les choix, en fait, se faisaient au détriment du tissu associatif qui lui tenait à cœur. Donc, un élu qui ne se sent absolument pas écouté, qui démissionne. Voyons, Monsieur Bonnefond, ça suffit, cette politique qui n'a pas de vision, cette politique qui est déconnectée, cette politique autoritaire, ça suffit. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une rupture. Et cette rupture, c'est une rupture des priorités, c'est une rupture des méthodes et c'est aussi une rupture de gouvernance. Avec l'Union populaire Angoulême, nous avons écrit une charte éthique et de gouvernance.
Et donc, si je suis élu maire, je m'engage à ne pas cumuler de mandat, déjà. René, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je vais le rappeler. Puis c'est important qu'on ressorte toutes et tous ce soir avec ces idées bien en tête. Monsieur Bonnefond, donc, c'est le maire, encore pour quelques semaines. Mais c'est aussi le président du comité d'agglomération. Et puis, il est aussi membre du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez là toutes les casquettes qui s'accumulent. Alors, comment, dans ces conditions, on peut être à la fois disponible, être sur le terrain, être à l'écoute des Angoumoisines et des Angoumoisins? Ça commence à devenir compliqué. Mais pourtant, il n'hésite pas à nouveau à se représenter. Moi, si je suis élu maire d'Angoulême, je m'engage aussi à ne pas cumuler plus de 2 mandats consécutifs. Oui, parce que je vous rappelle que pour refaire la voirie, il faut au moins 2 mandats quand même. Et pourquoi ne pas cumuler plus de 2 mandats consécutifs? Parce qu'en fait, au bout de 2 mandats, on a un peu le nez dans le guidon. Ça devient compliqué d'avoir des idées. Il faut faire de la place, en fait, à une nouvelle équipe et qui, elle, pourra avoir un regard neuf sur la ville et porter de nouveaux projets. Et toujours populaire, tout à fait. Et si je suis élue maire d'Angoulême, si je suis élue la première femme maire d'Angoulême, je mettrai aussi fin aux privilèges. À son premier mandat, M. Bonnefond, dans ses premières initiatives, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a augmenté son indemnité de 62%. 62%, c'est quand même, c'est pas une paille. Et puis, ça s'ajoute quelques avantages. Il se promène dans une voiture avec chauffeur personnel. Un maire qui ne vit pas dans sa ville. Voilà ce qu'on a. Eh bien, je ne veux pas être une élue qui ne comprend plus le quotidien des habitantes et des habitants. Je serai une élue qui baissera l'indemnité de maire et qui n'aura pas de chauffeur. Parce que j'aime marcher dans cette ville, parce que j'aime prendre le bus aussi. Je serai une élue qui s'assurera que tous les agents et les agentes gagneront au moins 1 600 € net par mois. Et puis, parce qu'il y aura abolition des privilèges, si je suis élue maire, je m'engage à ne pas gouverner en monarque. Ce sera la fin des décisions en tout petit comité. Ce sera la fin, en fait, de la 5e République municipale. Oui, parce qu'avec l'Union populaire Angoulême, on veut essayer d'amener la 6e République au conseil municipal. Et d'ailleurs, dès le début du mandat, on partagera les compétences. Habituellement, le conseil municipal, en fait, délègue au maire certaines compétences et ça est inscrit, en fait, au règlement intérieur du conseil municipal. En général, on donne les pleins pouvoirs au maire, c'est ce qui se passe. Mais nous, avec l'Union populaire Angoulême, on veut garantir la démocratie et la transparence au sein du conseil municipal. Et on veut surtout lutter contre l'arbitraire. Donc les compétences délégables au maire en début de mandat resteront exercées par le conseil municipal. Parce que c'est le conseil municipal, en fait, qui doit décider et pas juste le maire dans un petit comité. Donc oui, je vous disais, je ne veux pas gouverner en monarque. Et donc ça veut dire aussi accepter les contre-pouvoirs. Les droits de l'opposition seront renforcés. Et ça fera plaisir d'ailleurs à l'opposition actuelle qui a gagné un procès contre M. Bonnefond, parce que justement, M. Bonnefond ne les écoutait pas. Les droits de l'opposition seront renforcés, c'est-à-dire que l'opposition aura un droit d'amendement. L'opposition pourra aussi inscrire des points à l'ordre du jour du conseil municipal.
Et puis, l'opposition aura accès aux documents budgétaires en temps et en heure. C'est utile aussi pour faire son travail d'élu. Mais dans les contre-pouvoirs, il n'y aura pas que l'opposition. Dans les contre-pouvoirs, il y aura aussi la création de nouveaux droits pour les Angoumoisines et les Angoumoisins. Parce que la démocratie ne doit pas s'arrêter en fait juste au jour de l'élection, hein, sinon c'est pas très intéressant et c'est comme ça qu'on va créer de l'abstention. Ces nouveaux droits pour les Angoumoisines et les Angoumoisins, ce sera par exemple le référendum d'initiative citoyenne locale. Ce sera aussi un droit de pétition qui permettra de mettre des sujets à l'ordre du jour du conseil municipal. Ce sera le droit de révoquer les élus à partir de la 2e année du mandat. Bah oui, si vous n'êtes pas content de ce que je fais, vous pourrez me révoquer. Et puis ce sera aussi un droit de contrôle de l'action municipale. Il y aura un observatoire citoyen qui sera indépendant et qui sera là pour surveiller l'application de notre programme. Il y aura aussi une commission d'éthique pour s'assurer de l'exemplarité des élus. Et puis des conseils de quartier qui sont déjà là, mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ce sont des conseils de quartier qui sont souvent fantoches, malheureusement, pour celles et ceux qui y sont. Mais bon, on a eu quand même des échos de personnes qui nous ont dit que c'était compliqué de se faire entendre au sein de ces conseils de quartier. Et donc, ce que nous souhaitons justement, c'est renforcer ces conseils de quartier. Et puis, pour pouvoir exercer ce travail citoyen, il y a quand même une chose importante, il faut pouvoir avoir accès aux documents. En préparant cette campagne, j'ai cherché des documents sur le budget, notamment. C'est pas évident, hein. Il faut vraiment s'armer de patience et creuser pour réussir à trouver ces documents, ce qui est absolument pas normal, puisqu'on devrait pouvoir avoir un droit de regard là-dessus. Donc nous nous engageons à rendre ces documents accessibles, mais aussi compréhensibles. Parce que quand vous avez une liasse de 1200 pages avec des tableaux Excel à n'en plus finir, à moins de s'initier à la comptabilité, c'est quand même pas évident à aborder. Donc c'est important que ces documents soient lisibles par toutes et tous. En fait, avec l'Union populaire Angoulême, on considère que l'implication citoyenne, c'est un gage de réussite. Alors, certains vont considérer, oui, cette charte, elle est peut-être un peu trop ambitieuse. Bah quoi ? Vous avez peur du peuple ? Et des engagements de ce genre, en fait, existent déjà dans certaines villes. Par exemple, à Fâche-Tuménil, il y a déjà le référendum d'initiative citoyenne et puis le droit de pétition. Et tout va bien, hein, il n'y a pas eu de révolution. Enfin, si, il y a eu une révolution citoyenne, mais ça, c'est celle que nous appelons de nos voeux. De même, à Grabel, dans le Sud, les citoyennes et les citoyens ont obtenu, grâce à une votation, que l'eau soit gérée par une régie publique. Donc, en fait, ce que je viens de vous expliquer, là, c'est pas du tout une utopie, hein. C'est juste une pratique démocratique concrète. Et en fait, c'est une ligne politique qui est complètement assumée. C'est un choix de gouvernance exigeant, mais avec une boussole. Parce que oui, nous, à l'Union populaire Angoulême, on fait un choix clair. On fait le choix de l'union. Nous sommes à la fois des citoyennes et des citoyens engagés. On est aussi des membres du Parti communiste français et de la France insoumise. Et cette union, ce n'est pas un calcul politique. Cette union, c'est une réelle responsabilité. C'est celle de la poursuite du NFP. C'est celle de la poursuite des espoirs qu'a suscité le NFP et des idées portées par le NFP. Donc oui, nous, on ne fait pas du tout semblant d'être neutre. Parce que, je vais vous dire, la neutralité en politique, en fait, c'est juste faire le choix de l'ordre existant. Vous savez que les élus, là, que vous allez élire au mois de mars, sont les personnes qui vont voter au sénatorial. Ces sénateurs et sénatrices qui vont siéger, bien, c'est ceux, par exemple, qui, l'été dernier,
ont porté la loi du plomb. Vous savez, la loi qui voulait notamment réintroduire les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles et potentiellement quand même pas très sympa pour notre santé. Donc, en fait, même si on se dit apartisan au moment des élections municipales, on ne peut pas gouverner sans choisir son camp. Hein. Et notre camp à l'Union populaire Angoulême, c'est gouverner du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc souvenez-vous-en, une mairie n'est jamais neutre. Soit elle protège, soit elle abandonne. Et René, tu l'évoquais tout à l'heure, mais il y a la montée de l'extrême droite quand même en France. Voilà, le RN qui est arrivé premier aux élections européennes à Angoulême. Donc, dans cette perspective-là, qu'est-ce que vous attendez de votre mairie? Est-ce que vous attendez une mairie qui va laisser faire ça? Ou est-ce que vous attendez une mairie qui s'engage contre ça? Pour assumer un choix politique et pour protéger chacune et chacun? Parce que oui, la politique sert à changer nos villes. La ville de demain, c'est-à-dire la ville où on se sent bien, où on se sent protégé, c'est une ville qui va nous accompagner, quel que soit notre genre, quelle que soit notre religion et quelle que soit notre origine réelle ou supposée. C'est une ville qui va donner du sens à l'existence de chacune et de chacun. C'est une ville où on peut trouver sa place. Imaginez. Alors, on est en septembre 2026. Les élections municipales ont vu l'Union populaire remporter la mairie au premier tour. Donc on est en septembre, c'est la rentrée des classes. Nesrine rentre au CM1. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour sa mère, parce que, grâce à l'Union populaire Angoulême, Nesrine va pouvoir bénéficier d'un kit de fourniture scolaire gratuit. Oui, il faut savoir que la mère de Nesrine élève seule ses 2 filles et que c'est pas toujours facile, notamment en fin de mois. Et les fins de mois peuvent commencer très tôt. La mère de Nesrine est aussi très contente parce que les tarifs à la cantine ont baissé grâce au renforcement de la progressivité des tarifs pour les petits revenus. La grande sœur de Nesrine, Iliana, vient d'obtenir son bac au lycée Marguerite de Valois, juste au-dessus de nous, là. Et elle est très contente parce que grâce à l'Union populaire Angoulême, elle a un abonnement STGA gratuit. Elle peut prendre le bus, puisque la gratuité existe pour les moins de 26 ans. D'ailleurs, là, elle va prendre le bus parce qu'elle a trouvé un rendez-vous avec son médecin en 1 semaine, grâce au centre de santé qui a des médecins salariés. Et elle va pouvoir renouveler sa contraception sans aucune difficulté. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. On arrive en 2032. Oui, ça va vite. En 2032, c'est la fin du premier mandat de l'Union populaire Angoulême. Nesrine a grandi, maintenant elle est à la fin de son collège. L'hiver, elle est contente parce que elle n'est plus obligée de mettre 3 couettes dans son lit. Bah oui, parce qu'avec l'Union populaire Angoulême, on entretient les chaufferies des habitats sociaux. Et on a isolé également son immeuble, qui est un immeuble de l'OPH. Sa mère aussi rentre un peu plus tôt à la maison, parce qu'il y a moins de bouchons le soir. Bah oui, entre le développement du bus gratuit, l'extension justement des horaires et de la densité des bus, le développement aussi des mobilités douces, on arrive à désengorger les routes. Il y a beaucoup moins de bouchons aux heures de pointe. Et dans le quartier, les choses aussi ont changé. Le centre social
a été reconstruit. Et puis les pelouses ont été aménagées. En bas de l'immeuble de Nesrine, il y a des jardins partagés où elle aime bien se détendre en sortant du collège avec ses amis. Et le week-end dernier, d'ailleurs, avec ses amis, elle est allée à l'inauguration de la nouvelle salle multisport. En fait, Nesrine, elle fait de la gymnastique depuis toute petite. Et elle attendait avec impatience le jour où elle allait pouvoir assister à une compétition régionale de gym. Et parce que jusque-là, sans cette salle multisport à Angoulême, ce n'est pas possible. Mais là, enfin, c'est possible. Et donc Nesrine a très très hâte d'y assister. Donc on va faire à nouveau un petit saut dans le temps. Là, on est en 2038. Alors, Nesrine a eu son bac. Et en fait, elle décide de rester à Angoulême. Ce n'est pas un choix au début qu'elle supposait. Mais là, elle se dit que c'est peut-être possible, parce qu'il y a eu des partenariats avec des universités qui ont permis de développer l'offre de formation locale. Et puis ce week-end, elle va probablement profiter du musée d'Angoulême, qui est devenu gratuit, pour aller voir la nouvelle exposition. Donc je vous disais tout à l'heure que la politique sert à changer la ville. Bah oui, mais elle peut aussi changer la vie. Et pour ça, on s'appuie sur un programme. Alors là, je vous l'ai fait de façon un petit peu imagée, mais on a un programme qui est assez dense, comme disait René, qui est le fruit aussi d'un long travail des militantes et des militants, avec énormément de porte-à-porte, avec beaucoup d'enquêtes. Et tout ça, ça nous a amené à penser à un programme où d'abord, il faut protéger. À l'heure où le gouvernement Macron, et tu le disais tout à l'heure, Eric, à l'heure où le gouvernement Macron prévoit de supprimer 110 postes d'enseignants dans le premier degré à la rentrée 2026, et ça c'est pour notre académie, eh bien on pense qu'il est nécessaire de défendre l'éducation. Parce qu'on veut une école qui est égalitaire et qui est émancipatrice. Et ça passe par la gratuité de l'éducation. Et la gratuité de l'éducation, elle ne s'arrête pas normalement entre midi et 2. Non. Avec nous, la gratuité de l'éducation, c'est toute la journée. D'où la cantine gratuite. Cette gratuité, elle va se mettre en place de façon progressive. Cette gratuité, elle va se mettre en place de façon progressive. Parce que oui, on ne fait pas de choix inconsidérés. C'est quand même quelque chose, malgré ce que peuvent nous reprocher nos opposants politiques, c'est quelque chose que nous avons pensé pour que ce soit faisable. Donc, quand M. Bonnefond augmente les tarifs de la cantine de 6% à 413%, pour accentuer les difficultés des familles, eh bien nous, on propose une mesure qui représente moins de 1% du budget de la commune. C'est une mesure qui permet de soutenir le pouvoir d'achat, c'est une mesure qui réduit les inégalités, qui améliore aussi la santé, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une cantine gratuite, ou qui tend à le devenir. Il s'agit d'avoir une cantine qui est le plus possible bio et locale. Donc en fait, c'est aussi une mesure écologique, parce qu'en défendant le bio et le local, on permet aussi une diminution des gaz à effet de serre. C'est aussi un soutien à l'agriculture locale par la commande publique. Et puis, c'est aussi une mesure qui permet accessoirement de baisser le gaspillage alimentaire de 30 à 50%. Donc là aussi, c'est une mesure qui finalement fait faire des économies. Ça a été mis en place à Saint-Paul-de-la-Réunion, où déjà 72% des enfants bénéficient de la cantine gratuite. Donc c'est possible. Vous pensez peut-être encore que c'est une mesure trop chère. J'espère pas, parce que moins de 1% quand même du budget. Mais bon, si jamais c'est le cas, je tiens à vous préciser quand même que quand on investit 1 € dans les circuits courts, je vous rappelle, cantine bio et locale. Donc quand on investit 1 € dans les circuits courts, eh bien, on génère jusqu'à 2,50 € dans l'économie locale. Donc cette mesure,
Ce n'est pas du tout une dépense, c'est un investissement social, c'est un investissement éducatif et c'est un investissement écologique. Je vous parlais tout à l'heure de la petite Desrine qui avait ses fournitures gratuites. Ça aussi, c'est des choses qui sont déjà pratiquées ailleurs. Par exemple, à Blénaud-les-Ponts à Mousson, dans l'est de la France, la mairie propose des fournitures gratuites depuis 1977. Donc pourquoi est-ce qu'à Angoulême, ce ne serait pas possible ? Protéger, vous savez, c'est aussi avoir un habitat digne. Il faut savoir qu'à Angoulême, il y a 26% de logement social, mais c'est absolument pas suffisant. Le délai pour obtenir un logement social, c'est environ 14 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant 14 mois ? Il y a eu une augmentation de plus de 41% des demandes entre 2019 et 2023. Et on estime qu'il y a environ 5000 demandes qui restent en attente. Donc face à ça, la réponse normale, c'est oui, on va développer le logement social. Eh bien, Monsieur Bonnefond, oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, donc il faut que j'en reparle. Monsieur Bonnefond, lui, il a décidé de refuser la construction de 135 logements sociaux à la caserne Broche. C'était peut-être pas le meilleur choix. Exactement. Nous allons construire, développer du logement social qui est à la fois écologique et inclusif. Et nous agirons également pour l'hébergement d'urgence. Parce qu'à Angoulême, il y a des locaux vacants. 1 local sur 5 est vacant. Il y a aussi des logements vacants. On est à peu près à 9% de logements vacants. Vous savez combien il y a de personnes à la rue à Angoulême ? Les associations estiment qu'on est entre 80 et 90 personnes. Donc, je pense qu'on peut trouver là des solutions. Quand il y a des périodes de grand froid, par exemple, le maire a un pouvoir de police qui permet d'ordonner la mise à disposition, justement, des locaux vacants. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour agir pour l'hébergement d'urgence. Et c'est quelque chose que nous ferons. On va aussi développer le permis de louer. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent ce qu'est le permis de louer ? Je vais vous expliquer ça. Alors, c'est quelque chose qui existe de façon très, très marginale pour l'instant à Angoulême. Ça existe dans quelques rues à Loumeau, mais on se demande pourquoi ce n'est pas développé davantage. En fait, le permis de louer, c'est la ville qui va autoriser des particuliers à louer des logements, mais sous certaines conditions. Il faut que ces logements soient dignes, il faut que ces logements puissent être habités sans mettre en danger la sécurité des personnes qui y vivent. On sait qu'aujourd'hui, à Angoulême, il y a des appartements, par exemple, qui sont extrêmement humides, avec des moisissures. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout quand on sait l'augmentation actuelle des loyers dans la ville. Donc, nous mettrons en place le permis de louer dans toute la ville. Nous plafonnerons également le logement social. Et grâce à la création à la fois des nouveaux logements sociaux et grâce aussi à ce plafonnement, mécaniquement, les loyers dans la ville vont baisser parce que la pression sur le marché locatif baissera. Donc en fait, là aussi, c'est un gain de pouvoir d'achat. Quand je vous parle de logements sociaux, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est son entretien. Quand on fait des porte-à-porte, en fait, on rencontre des gens qui nous disent ça fait 2 ans que le chauffage ou l'eau chaude, c'est par intermittence. 2 ans. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir réclamé. Il y a eu des pétitions qui ont été faites par les habitantes et les habitants. Malgré tout, de temps en temps, il y a quelques petites réparations qui sont faites, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Est-ce qu'on peut accepter de vivre dans une ville dans laquelle des habitantes et des habitants sont complètement niais et n'ont pas de chauffage l'hiver ? Non, non. Est-ce qu'on peut accepter aussi de vivre dans une ville dans laquelle les cages d'escalier des logements sociaux ne sont pas entretenus ? Est-ce qu'on peut accepter d'être dans une ville dans laquelle les extérieurs des logements sociaux ne seront pas entretenus ? Non. En tout cas, moi, non. Mais M. Bonnefond, visiblement, lui, ça ne le gêne pas trop. Parmi les personnes qui rencontrent aussi des difficultés pour se loger,
Eh bien, il y a les familles monoparentales. Ça représente un quart des familles quand même. Et dans 85% des cas, ce sont des mères isolées. Et il faut savoir qu'un tiers de ces mères isolées vivent sous le seuil de pauvreté. Bah oui, parce que quand vous avez des enfants et que vous devez travailler en même temps, c'est un petit peu compliqué, question emploi du temps. Donc souvent, ce sont des emplois précaires, des emplois à temps partiel. Eh bien, nous voulons aider ces familles monoparentales. On veut prendre en compte une définition large de la monoparentalité. Par exemple, une femme qui quitte son foyer parce que son mari est violent et qui a des enfants, le jugement de divorce n'existe pas encore. Elle n'a pas encore officiellement la garde de ses enfants. Eh bien, à l'heure actuelle, elle ne peut pas prétendre aux aides pour les familles monoparentales. Eh bien, grâce à cette définition large qui fera que nous ne demanderons pas le jugement ou la garde principale, nous pourrons aider ces familles. Et ces familles pourront avoir accès aux droits. On va développer aussi, pour les aider, des lieux qui permettront d'avoir des temps de répit, avec de l'aide aux devoirs, par exemple, ou des ateliers sociolinguistiques, et puis aussi un accueil psychologique, parce que ce n'est pas toujours évident de devoir seul s'occuper d'enfants quand on travaille en plus à côté. Et une fois les enfants grands, eh bien, ils partent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a le risque de se retrouver seul. Et ça, c'est aussi une chose qui nous tient à cœur à l'Union populaire Angoulême. On veut lutter contre la solitude. Il faut savoir qu'il y a 21% des gens qui indiquent se sentir vraiment seuls et en souffrir. On veut mettre en place un plan de convivialité et de lutte contre la solitude. Il y aura des agents et des agentes qui seront chargés en fait de faire du porte-à-porte pour à la fois identifier les personnes seules et puis organiser éventuellement des rencontres entre ces personnes si elles ont les mêmes centres d'intérêt, ou alors les orienter vers des associations ou des activités culturelles et sportives qui pourraient les intéresser, pour les sortir en fait de cette solitude, pour que plus jamais quand on fait de porte-à-porte, on nous dise « bah oui, ça fait 5 jours que j'ai vu personne et que j'ai parlé à personne ». La solitude, vous savez, ça augmente aussi les risques de santé. Le risque de maladie cardiaque, par exemple, augmente. Et quand on est dans une ville comme Angoulême à l'heure actuelle, on sait que l'accès aux soins, c'est compliqué. Eh bien, en créant un centre de santé avec des médecins salariés, nous pourrons contribuer à régler ce problème. Comment attirer les médecins, me direz-vous ? Eh bien, beaucoup de jeunes médecins n'ont pas du tout envie de s'occuper de tout l'administratif dont s'occupent les médecins habituellement. Cette part administrative-là, c'est la ville qui s'en occupera. Et donc les médecins salariés pourront se dégager du temps pour vivre bien et en même temps soigner les Angoumoisines et les Angoumoisins. C'est des choses qui existent déjà. Par exemple, à Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, la collectivité a été accompagnée par la fabrique des centres de santé pour établir d'abord un diagnostic des besoins et puis pour structurer ensuite son centre de santé communal. Et tout fonctionne très bien. L'action locale, en fait, c'est répondre aussi dans la proximité des besoins des habitantes et des habitants. À propos de santé, on parle souvent de la santé mentale des jeunes. Parmi mes élèves, j'en rencontre beaucoup qui sont assez anxieux face au réchauffement climatique. C'est un sujet quand même assez important, assez pesant. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'échelle locale, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Selon l'ONU, en fait, il y a 70% de la lutte contre le réchauffement climatique qui peut se faire localement. Et quand on sait qu'il va y avoir une multiplication des pics de chaleur, qu'il va y avoir des vagues de chaleur aussi de plus en plus grandes, quand on sait que le réchauffement climatique est beaucoup plus rapide en France que ce qui était prévu initialement par le GIEC, on se dit que là, ça y est, il faut y aller. L'adaptation climatique, c'est quelque chose de nécessaire. Donc on veut végétaliser la ville, et pas seulement à 6 mois des élections dans l'artère piétonne.
Pour ça, on peut s'appuyer, par exemple, sur un dispositif. Ce dispositif permet d'obliger en fait les porteurs de projets à végétaliser. Donc résultat, coût pour la ville absolument zéro, et on réussit à végétaliser. On veut aussi isoler les bâtiments, parce que les écoles qui sont obligées de fermer au mois de juin, voire même maintenant au mois de septembre, parce qu'il y fait beaucoup trop chaud, c'est quand même un problème quand on veut s'appuyer justement sur les écoles pour émanciper la population. Il faut mettre en place aussi un plan canicule. Oui, parce que quand on vit dans des bâtiments qui ne sont pas encore isolés, ça peut devenir compliqué, surtout parmi les plus fragiles d'entre nous. Donc il faudrait recenser les lieux d'accueil qui sont adaptés justement en cas de canicule pour les plus vulnérables d'entre nous. Il faut aussi actualiser le plan de prévention des risques pour prendre en compte les effets du réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi un autre levier pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est les économies d'énergie. Donc pour ça, on veut notamment développer un éclairage LED dynamique. Dynamique, ça permet de baisser un petit peu la lumière la nuit quand il y a moins de monde, ça permet aussi à la faune d'être moins perturbée, et ça agit aussi en faisant baisser le sentiment d'insécurité. Et tout ça, on nous dit, oui, mais bon, les LED, ça coûte cher. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a toujours un seul argument en face, c'est toujours ça coûte cher, c'est pas possible. En fait, si, ça peut être financé. Ça peut être financé par ce qu'on appelle des crédits in-tracting. Ça se fait avec la Caisse des dépôts et consignations. Et en fait, le principe, c'est que le remboursement est différé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a changé tout le parc et que tout est passé en LED, on se met à rembourser ce prêt, mais on rembourse seulement un pourcentage des économies d'énergie réalisées. Donc finalement, l'impact budgétaire pour la ville reste très limité. Et c'est des choses qui se sont déjà faites, notamment à Fâche-Tuménil, que j'ai déjà cité auparavant. En fait, tout ça, c'est une bifurcation écologique qui est planifiée et pas fait à la sauvette, à la va-vite, 6 mois avant les élections, simplement dans 100 mètres de la ville. Je l'évoquais aussi tout à l'heure avec l'histoire de Nesrine, de sa maman, tout ça. En développant les alternatives à la voiture, en encourageant les mobilités douces, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, en développant les mobilités douces aussi, avec des pistes cyclables. Je ne sais pas si vous faites du vélo, mais alors, quand on a une bande de 30 cm de large qui est coupée au bout de 100 mètres et qui reprend après 200 mètres plus loin, c'est compliqué de faire du vélo de façon sereine dans la ville. Donc, en développant tout ça, avec le bus gratuit également, on permet d'avoir des alternatives à la voiture. On permet d'agir aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, bus gratuit, pendant que j'y pense, et après j'essaie vraiment d'accélérer. Mais c'est important parce que je vois régulièrement ce commentaire-là, le bus gratuit, là encore, ça coûte trop cher. Bon, si on le propose, c'est quand même qu'on a un petit peu pensé la question. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'en fait, la billetterie du bus, à Angoulême par exemple, ça représente très très peu du budget du transport, c'est seulement 8%. Mettre le bus gratuit, ça représente un peu moins de 1,7% du budget du Grand Angoulême. Même la Cour des comptes dit banco, exactement Nicolas. La Cour des comptes dit banco à partir du moment, effectivement, où la billetterie représente simplement un petit pourcentage du budget des transports. Donc c'est possible à Angoulême. Et d'ailleurs, ça a déjà été réalisé dans plein de villes. Ça a été réalisé à Dunkerque, ça a été réalisé à Douai, ça a été réalisé à Niort, ça a été réalisé à Calais, ça a été réalisé à Châteauroux. Bon, je vous passe la suite parce que la liste est longue. Donc pourquoi pas Angoulême ? Se déplacer, en fait, ça ne doit pas du tout être un luxe. Et d'ailleurs, c'est très important pour notre ville, parce que si on veut, par exemple, envisager la création d'une salle multisport, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur le site de la SNPE, il faut y aller là-bas. Donc, il faut des bus. Parce que oui, cette salle multisport, donc elle permettra, je l'évoquais tout à l'heure avec la petite Nesrine, elle permettra des compétitions notamment de gymnastique régionale, mais elle permettra aussi à d'autres clubs d'avoir des espaces qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans les aménagements existants.
C'est un projet qui prendra par contre un petit peu de temps. Là encore, il nous faudra un peu moins de mandats, donc il faudra nous réélire à nouveau aux prochaines élections municipales. On étudiera également la réouverture d'une piscine de quartier intérieure pour que les enfants puissent apprendre à nager sans avoir forcément à aller jusqu'à Nautilis. Ça fait partie et pas que les enfants, effectivement. Ça fait partie en fait des choses qui sont remontées quand on a fait des enquêtes de terrain. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de piscine de quartier ? Et puis, quand on parle de sport, il faut parler aussi des associations et des clubs. Donc, les associations et les clubs, il s'agit de les sécuriser financièrement, avec des financements qui vont être pluriannuels. Il s'agit aussi de rétablir le dialogue, parce que quand on sait que, en fait, des clubs n'ont aucune nouvelle de la municipalité, alors qu'ils en demandent, par rapport notamment à la rénovation du skatepark, bon, ils demandent des nouvelles, la mairie leur dit rien, et pendant ce temps-là, ils voient leur nombre d'adhérents baisser. Non, c'est pas possible ça. Il faut rétablir le dialogue et il faut travailler en collaboration avec les associations. Et ce que je viens de dire là pour les clubs de sport, ça vaut aussi pour les associations, notamment culturelles dans la ville. Parce qu'Angoulême, on a besoin, et on a déjà, mais il faut continuer à le faire vivre, une culture qui est accessible, qui est émancipatrice et qui est populaire. On l'a vu avec le Grand Off ce week-end. Donc notre première mesure pour la culture, ce sera d'organiser des états généraux de la culture pour associer à la fois les artistes, les habitantes et les habitants, et puis bien sûr les associations, pour définir ensemble une politique culturelle pour notre ville. La culture à Angoulême, elle doit être accessible, donc avec des tarifs qui vont être préférentiels pour les festivals, notamment pour le festival de la bande dessinée. Mais elle doit aussi développer des partenariats artistiques dès la maternelle, notamment avec ce qu'on appelle les PEAC, les parcours d'éducation artistique et culturelle, qui permettent aussi à nos étudiantes et étudiants qui sortent des écoles de trouver des débouchés, et ça favorise leur insertion et leur envie de rester dans la ville. On veut aussi aider les écoles à organiser des sorties culturelles, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir un projet, il faut aussi pouvoir y aller. Là, à nouveau, on revient à cette histoire de bus. Le coût des transports, pour les écoles, c'est quelque chose d'important. Donc, avec l'Union populaire Angoulême, les transports pour les écoles, pour les sorties culturelles et artistiques, seront aidés. On veut aussi aider les écoles. Et quand je parle d'école, je parle des écoles pour les gens un peu plus grands, comme l'ESI par exemple, en encourageant les événements artistiques, quels qu'ils soient, pas simplement autour de la bande dessinée, pour permettre aux étudiants et aux étudiantes qui font autre chose que de la bande dessinée de pouvoir développer aussi leurs pratiques. Et ça passe par développer aussi l'expression artistique dans l'espace urbain. On veut en fait une culture qui soit avec et pour celles et ceux qui la font. Parce que oui, aujourd'hui, quand on demande alors qu'est-ce que tu fais et que la personne répond je suis artiste-auteur, en général la réponse en face c'est ah bon et tu en vis ? Ou alors ah bon et sinon c'est quoi ton métier ? Non, ça c'est quelque chose à Angoulême qu'on voudrait essayer d'éloigner. Et comment on peut s'y prendre ? On peut proposer déjà des locaux vides pour les associations. Alors là, pour les associations et les collectifs d'artistes, mais ça marche aussi pour les autres associations, notamment culturelles, mais pas que. On veut aussi ouvrir une galerie municipale et puis s'engager à ne pas utiliser l'IA dans nos communications graphiques pour faire vivre la création locale. Avec cette politique culturelle, on veut qu'Angoulême en fait, soit une ville où l'on est, où l'on crée, mais surtout où l'on reste. Et je serai donc une maire qui défend l'application locale, je pense que vous l'avez compris, l'application locale du programme du NFP, c'est-à-dire pour le pouvoir d'achat, pour s'occuper des plus faibles, pour lutter contre le réchauffement climatique,
pour l'émancipation aussi, et pour le lien social. J'ai eu une prof d'histoire qui disait de Louise Michel, vous savez, la grande figure de la Commune de Paris, qui était institutrice, militante, et puis femme libre et attachée à l'émancipation. Donc, cette prof disait de Louise Michel qu'elle n'était pas maîtresse de son discours, mais qu'elle était servante de ce qu'elle croyait. Ben pour moi, ça évoque en fait le fait que la politique, ça ne doit pas être une affaire d'ego, ça ne doit pas être une affaire de carrière, mais ça doit être une affaire de conviction, de responsabilité et de fidélité à ce qu'on croit juste. C'est pour ça que nous continuerons à défendre le nouveau Front populaire. Et c'est dans cet esprit que nous avons construit notre projet pour Angoulême. Et c'est exactement dans cet esprit aussi que je m'adresse à vous ce soir. Je veux être une maire responsable. Je veux être une maire qui rassemble et je veux être une maire qui est utile au quotidien. Je crois que la politique municipale doit redevenir une affaire de bien commun. Et Angoulême, en fait, appartient à celles et ceux qui y vivent. Et ensemble, nous allons reprendre le pouvoir. La future maire d'Angoulême, avec l'Union populaire, Anne Azilise Petit-Louboutin.